Salut les génies, aujourd'hui on se retrouve dans la première vidéo de la chaîne qui sera une vidéo d'immunologie comme vous avez pu voir le titre. Donc ça va être un peu une introduction à l'immunologie et finalement la définition du système immunitaire, où ça se passe, qu'est-ce que c'est, qui, que, quoi, comment. Voilà, d'abord on va quand même définir ce que c'est le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est l'ensemble des cellules, des tissus et des molécules qui interviennent dans la défense de l'organisme contre des microbes pathogènes. J'insiste sur le pathogène pour l'homme. On vit en cohabitation avec moult microbes, notamment et surtout bactériens, qui sont très bons pour nous. Donc le système immunitaire, lui, il va se défendre contre les microbes qui sont pathogènes et pas les microbes qui sont bons pour nous. Il va y avoir deux types d'immunité. L'immunité innée, qu'on appelle aussi naturelle. Et s'il y a l'immunité innée naturelle, il y a l'immunité acquise, d'accord, qu'on appelle aussi adaptative. L'immunité innée, l'immunité naturelle, c'est l'ensemble des mécanismes de défense présents naturellement chez l'hôte et directement opérationnels. C'est la première ligne de défense, d'accord. Et l'immunité adaptative, c'est l'ensemble des mécanismes de défense qui nécessitent une adaptation aux microbes, donc nécessitant une adaptation aux microbes avant d'être opérationnel. D'accord ? C'est la deuxième ligne de défense. Et ce qui est hyper important, et là, il faut vraiment retenir ça, l'immunité adaptative est dépendante de l'immunité innée. Si l'immunité innée qui arrive en première ligne se suffit à elle-même, on verra si elle est assez efficace, ça s'arrête là. Par contre, si l'immunité innée n'est pas assez efficace, on va faire appel à une immunité adaptative. Mais pour avoir l'immunité adaptative, on a obligatoirement l'immunité innée, et ça c'est très important. Donc, les caractéristiques des deux réponses. Et là, petit graphique des familles, pour comprendre, vous allez voir, c'est incroyable. Donc, normalement un graphique, ça se légende, ça se titre. Je suis une Tug Life. Donc, l'immunité innée vs l'immunité adaptative. On va caractériser cette petite flèche par l'injection d'un microbe X. D'accord ? Et là, on va faire l'immunité innée. L'immunité innée, voilà, elle va faire sa petite réponse. Sympa. Voilà. Et si on en injecte une deuxième fois le microbe X, elle va refaire exactement la même chose. D'accord ? Même intensité, même force. C'est pour ça qu'on dit que l'immunité innée, l'immunité naturelle, a une réponse primaire aussi forte que la réponse secondaire. C'est-à-dire que si je me fais infecter le 25 janvier, c'est ma réponse primaire, et bien la réponse du 31 mars, la réponse secondaire, c'est la deuxième fois que je le rencontre, sera aussi forte. Ça, c'est caractéristique de l'immunité naturelle, puisqu'en fait, je n'ai pas de mémoire. Maintenant, si on regarde l'immunité adaptative, on va voir qu'il va y avoir, au niveau de la réponse primaire, certes, un petit retard. Mais là, au niveau de la réponse secondaire, alors la réponse est fulgurante, d'accord ? On va avoir vraiment un géant pic. Et là, ça va monter sans déconner. J'aurais pu même faire la pente encore plus raide. C'est pour ça que l'immunité adaptative, on dit qu'elle est retardée. Voilà, ici on voit bien qu'il y a un petit retard. En fait, c'est l'adaptation, justement, incroyable. On revient à la même chose, c'est l'adaptation. Parce qu'elle va développer ensuite une mémoire. On aura une réponse secondaire qui sera bien plus forte que la réponse primaire. Donc là, l'échelle du temps, elle va pas être très précise. En général, ici, je vais mettre 14 jours, voilà. Et ici, pareil, ça sera 14 jours si on considère que l'injection du microbe se fait à J0. Donc, les caractéristiques, c'est que l'immunité naturelle, elle est dite rapide. La réponse primaire est aussi forte que la réponse secondaire. Il n'y a pas de mémoire, ça on le verra par la suite. Et dernière chose, on le verra, on a en fait des molécules qu'on appelle PRR, récepteurs de motifs microbiens, qui vont reconnaître donc des PAMPs, des motifs microbiens spécifiques, ou des DAMPs, des motifs moléculaires de notre corps, de l'hôte, qui sont aussi spécifiques d'un danger. Pour l'immunité adaptative, elle est dite retardée, la réponse secondaire est plus forte que la réponse primaire. On a développement d'une mémoire, c'est pour ça que la réponse secondaire est plus forte. Et cette fois-ci, ce ne seront pas des PRR qui reconnaîtront des PAMPs et des DAMPs, ce seront des TCR, T-Cell Receptor ou
BCR, B-cell receptor, qui reconnaîtront des antigènes microbiens. Pas de panique, les derniers termes que j'ai dit, on les verra dans un chapitre spécifique, qui sont les acteurs de notre immunité. Donc, quand on parle d'immunité, on dit oui, les cellules de l'immunité. Alors c'est hyper large, parce que il y en a, et il va falloir les présenter. Les cellules effectrices de l'immunité. Donc on va avoir ce qu'on appelle les monocytes et les neutrophiles. Donc monocytes et neutrophiles. Ces monocytes et neutrophiles sont des phagocytes. D'accord ? Ils sont capables d'internaliser les microbes et les particules des microbes. Les cellules dendritiques, elles présentent des peptides antigéniques et permettent l'activation des lymphocytes T. Les macrophages et les neutrophiles phagocytent et détruisent le microbe. Quand je parle de monocytes, petit rappel, ça fait bien entendu appel aux cellules dendritiques et aux macrophages, parce que pour rappel, un monocyte se différencie en macrophage et en cellules dendritiques, ou en cellules dendritiques, d'accord ? Donc monocytes et neutrophiles, ce sont des phagocytes, ils internalisent les microbes et les particules des microbes. Les cellules dendritiques, elles vont présenter des peptides antigéniques et permettent l'activation des LT. Et les macrophages et les neutrophiles phagocytent et détruisent le microbe. Autre catégorie, on va avoir les éosinophiles, basophiles et les mastocytes. Leur rôle, des fois il n'est pas très bien connu. On sait plus généralement qu'ils ont un rôle contre les vers parasites. On va avoir ensuite ce qu'on appelle les cellules NK pour Natural Killers, d'accord ? Les tueurs naturels. Eux, ce sont des lymphocytes, mais ce ne sont pas des lymphocytes T ni des lymphocytes B. Ce sont les cellules NK, tout simplement. On verra en fait que, si vous voulez, ils proviennent de la même souche que les lymphocytes B et les lymphocytes T, c'est-à-dire qu'ils proviennent, si vous voulez, du progéniteur lymphoïde commun, alors que toutes les autres cellules qu'on a dit ou qu'on va voir précédemment, à savoir cellules dendritiques, macrophages, neutrophiles, éosinophiles, basophiles, mastocytes, ça provient d'un même précurseur qu'on appelle le progéniteur myéloïde commun. Donc en fait, la cellule NK, c'est important de retenir que c'est un lymphocyte, mais en fait c'est un lymphocyte qui intervient dans l'immunité innée. Parce que souvent il y en a qui font l'impasse et qui disent oui, alors dans la réponse adaptative, c'est les lymphocytes qui interviennent. Oui et non, c'est les lymphocytes B et les lymphocytes T. Parce qu'on oublie trop souvent de dire que la cellule NK est un lymphocyte, et donc c'est un lymphocyte qui pourtant intervient dans l'immunité innée. Donc ça c'est quand même un petit rappel, pas des moindres, d'accord ? Donc retenez que, si vous voulez, que ça fait les cellules souches hématopoïétiques qui vont donner les progéniteurs lymphoïdes communs et les progéniteurs myéloïdes communs. Ça nous donnera en fait tout ce qui est lymphocytes, cellules B, cellules T et les NK. Et les progéniteurs myéloïdes communs, ça nous donnera les cellules dendritiques, les neutrophiles, les éosinophiles, les basophiles, les mastocytes, macrophages, cellules dendritiques, je crois que je l'ai déjà dit. Voilà. C'était un petit rappel à faire. Donc les cellules NK, nos cellules NK, elles sont capables de tuer les cellules infectées par des microbes intracellulaires, donc les virus et certaines bactéries. Elles stimulent la capacité des macrophages à détruire les microbes phagocytés. Donc deux rôles, et ça c'est très important de retenir intracellulaire, c'est donc tuer les cellules infectées par des microbes intracellulaires. Ça c'est très important. Deuxième rôle, c'est de stimuler la capacité des macrophages à détruire les microbes phagocytés. Donc ça c'était nos cellules effectrices de l'immunité innée. D'accord ? Donc ça c'est les cellules effectrices de l'immunité innée. Donc cellules effectrices dans l'immunité innée. Maintenant, cellules effectrices de l'immunité adaptative.
on a en fait nos lymphocytes B. Nos lymphocytes B qui vont potentiellement se transformer, se différencier en plasmocytes. Et nos lymphocytes T qui vont donner des lymphocytes T qu'on appelle effecteurs. Et ça, on va donc le mettre en bleu. Les lymphocytes B et les lymphocytes T. Les lymphocytes B, suite à une infection, se différencient en plasmocytes. Et en fait, ce sont les plasmocytes qui vont sécréter ce qu'on appelle les anticorps. Pour faire le parallèle, si vous voulez, les anticorps, ce sont des BCR qui sont sécrétés. En fait, pour schématiser, on a là par exemple un lymphocyte B. On a par exemple là un lymphocyte B qui a en fait ici un BCR. Et quand il va devenir plasmocyte, un plasmocyte ça a à peu près la forme suivante, un petit peu plus écrasé comme ça, eh bien il va sécréter en fait ces BCR et ça va donner un BCR sécrété qui n'est plus, vous voyez, à la surface du lymphocyte B, ça s'appelle un anticorps. Voilà. Les lymphocytes T, eux, qui s'appellent avant l'infection, qui s'appellent lymphocytes T naïfs, vont se différencier en lymphocytes T effecteurs. Parmi ces lymphocytes T effecteurs, on a les lymphocytes T CD4 qui produisent des cytokines adaptées aux microbes à l'origine de l'infection et aident à la production d'anticorps par les plasmocytes, et les LT-CD8 qu'on appelle cytotoxiques. Et là, moi, j'adore l'étymologie des mots. Cyto, la cellule, et toxique, toxique. Donc, les LT-CD8, en fait, ils vont être toxiques pour la cellule parce qu'en fait, ils détruisent les cellules infectées par des microbes intracellulaires. Là, vous dites, tiens, ça nous rappelle un petit peu les cellules NK. Bien, en fait, si vous voulez, les cellules NK, ils ont leur équivalent dans l'immunité adaptative, et en fait, ça va être les LT-CD8. On a 3 types de structures dans notre corps. On va avoir ce qu'on appelle les barrières épithéliales et les tissus sous-jacents, qui empêchent la pénétration des microbes. C'est aussi à cet endroit que vont être détectés les microbes. C'est le point de départ, donc, de la réponse immunitaire, de l'inflammation, on verra, mais c'est aussi le point d'élimination du microbe. Pour rentrer dans la peau, il faut en fait souvent une lésion ou un moustique qui transmet, et en fait, du coup, il faut pénétrer. Quand il y a une liaison, en fait, c'est la rupture de ces barrières épithéliales et de ces tissus sous-jacents qui laissent un passage pour les microbes. Ensuite, on a ce qu'on appelle les organes et tissus lymphoïdes primaires. D'accord ? Organes et tissus lymphoïdes primaires. Ces organes et tissus lymphoïdes primaires, ce sont des sites de synthèse des cellules de l'immunité. D'accord ? Sites de synthèse des cellules de l'immunité. Et quand on a les organes et tissus lymphoïdes primaires, on a forcément les organes et tissus lymphoïdes secondaires. Et ça, c'est par exemple la rate, les ganglions lymphatiques et les maltes. Les maltes, en fait, qui sont des tissus lymphatiques associés aux muqueuses. D'accord ? Pour muqueuses associated lymphatic tissue. Tissues en anglais. Voilà. Les maltes, c'est les plaques de Peyer et les amygdales, qu'on verra juste après. Donc, vous avez la rate, les ganglions lymphatiques, les maltes, donc les muqueuses associated lymphatic tissue, donc les tissus lymphatiques associés aux muqueuses, où on a les plaques de Peyer, ça s'écrit comme ça, Peyer, plaques de Peyer, mais aussi les amygdales, ou pour ceux qui aiment bien dire toutes les lettres, les amygdales. Et donc, leur rôle à ces organes et tissus lymphoïdes secondaires, c'est la mise en place de la réponse adaptative. Donc, on va d'abord parler dans les organes et les tissus lymphoïdes. On va d'abord parler des organes tissus lymphoïdes primaires. Organes et tissus lymphoïdes primaires. Tout d'abord, on va parler de la moelle osseuse. Donc, la moelle osseuse, c'est le site de l'hématopoïèse. Pour rappel, l'hématopoïèse, c'est le processus à l'origine de la synthèse des cellules du sang, donc érythrocytes, qu'on appelle aussi globules rouges,
leucocytes qu'on appelle aussi globules blancs, qui sont nos cellules de l'immunité, et les thrombocytes qu'on appelle aussi plaquettes. Toutes ces cellules ont en commun les CSH, les cellules dites multipotentes, donc les cellules souches hématopoïétiques, que l'on retrouve au niveau de la moelle osseuse. Et la moelle osseuse, où est-ce que c'est ? Ça se trouve surtout au niveau des os longs, comme le fémur, de l'os iliaque et du sternum. Donc on va avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cellules souches hématopoïétiques qui peuvent se différencier en progéniteur lymphoïde commun, qui va nous donner tout ce qui est lymphocytes, B, T, cellules NK, et sinon le progéniteur myéloïde commun qui va nous donner toutes les autres cellules, dendritiques, macrophages, éosinophiles, mastocytes, etc. Dans les organes et tissus lymphoïdes primaires, on a aussi le thymus. D'accord ? Le thymus, lui, c'est le site de maturation, sélection-maturation des thymocytes. Thymus, thymocyte, cyte, ça veut dire cellule, donc les cellules du thymus. C'est en fait une glande bilobée qui régresse au cours du temps, elle diminue. Et en fait, c'est le site de sélection-maturation, comme je vous le disais, des thymocytes qui vont se transformer potentiellement en lymphocytes T. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les thymocytes ont pour origine la moelle osseuse, mais sont les précurseurs des LT. Ça veut dire que dans la moelle osseuse, on va avoir non pas directement création des lymphocytes T, comme on pourrait directement avoir création des lymphocytes B, mais bien tout d'abord création de thymocytes. Ces thymocytes migrent jusque dans le thymus, et c'est dans le thymus qu'ils vont se transformer en lymphocytes T. Et ça, c'est très important parce que souvent dans les partiels ou dans les examens, c'est un petit peu une question piège. Par exemple, QCM, les lymphocytes T sont fabriqués à partir de la moelle osseuse. Alors, à partir, oui, mais non pas directement. D'accord ? Il y a entre-temps un précurseur qu'on appelle thymocyte qui, lui, vient de la moelle osseuse, mais qui migre dans le thymus. Donc, le thymus, il a la structure suivante. D'accord ? Je vais zoomer un petit peu comme ça. On a une partie qu'on appelle cortex et une partie qu'on appelle médula. Ça, c'est un petit peu spécifique, on le verra à tous les organes et tissus lymphoïdes, puisqu'on le verra aussi que chez les organes et tissus lymphoïdes secondaires, on a après la même structure, c'est-à-dire un cortex, une zone corticale, une zone médulaire. Voilà. Donc on a en fait ce qu'on appelle des cellules épithéliales corticales qui se trouvent tout bonnement dans le cortex et qui encadrent en fait, qui servent un peu de matrice à nos thymocytes. D'accord ? Ensuite, quand on arrive dans la médula, on a les cellules épithéliales, donc médulaires, magiques. Mais on retrouve un petit peu moins de thymocytes, comme vous le voyez. Mais on retrouve aussi également des macrophages, d'accord ? Qu'on appelle corpuscules de Hassall, mais ça c'est pas très important dans notre cours. Et des cellules dendritiques, qu'on voit juste ici. Ok ? Donc là, c'est la place du thymus. Ça, c'est ce qu'on appelle les travées. On a, bien évidemment, comme tout tissu qui se respecte, un épithélium, ici qu'on appelle sous-capsulaire, parce qu'il est tout simplement sous les travées, sous la capsule. Et les espaces ici, ce sont des jonctions cortico-médulaires, donc qui font la jonction entre le cortex et la médula. Donc ça, c'est une vue d'ensemble, elle n'est pas forcément à connaître par cœur, mais ça sera important plus tard pour comprendre comment est-ce qu'il y a maturation et sélection de nos thymocytes. Et c'est toujours bien de connaître les structures pour savoir de quoi on parle. Donc dans le tissu de remplissage du thymus, il est constitué de cellules épithéliales. Elles servent de soutien aux thymocytes. Et il n'y a pas de réponse immunitaire dans le thymus. Ça, c'est très important. On a dit le site, en fait, la mise en place de la réponse adaptative, ça sera dans les organes et tissus lymphoïdes secondaires. Et les organes et tissus lymphoïdes primaires, ils ne servent juste, si je peux utiliser ce mot, c'est déjà pas mal, mais ils ne servent qu'à
la synthèse des cellules de l'immunité. Là, on arrive dans les organes et tissus lymphoïdes secondaires. Donc, les ganglions lymphatiques pour commencer. Il y a différents ganglions lymphatiques qui sont reliés par des vaisseaux lymphatiques. D'accord? Donc, si là, vous voyez des espèces de petites taches comme ça, c'est des ganglions. Et ça, c'est des vaisseaux lymphatiques. C'est par leur biais que les cellules dendritiques vont migrer des tissus infectés vers les ganglions, donc en passant par les vaisseaux lymphatiques. La structure d'un ganglion, et ça je sais super bien la faire normalement, c'est un joli petit haricot. Donc il est organisé en 3 zones. Les ganglions lymphatiques sont organisés en 3 zones. Médulaire, paracorticale, corticale. Dans la zone médulaire, et c'est là où on aura en fait des macrophages et des plasmocytes, mais c'est pas la zone qui nous intéresse le plus. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est la paracorticale et la corticale. D'accord? Parce que la zone paracorticale, c'est là où on va trouver des lymphocytes T naïfs qui viennent du thymus. Et dans la zone corticale, c'est là où on va retrouver des lymphocytes B organisés en follicules. C'est-à-dire, on a notre zone corticale, mais en fait, ici, dans la zone corticale, on y retrouve des lymphocytes B organisés en follicules, qui sont nos compartiments. Lymphocytes B directement issus de la moelle osseuse, rappelons-le. Au sein de certains follicules, au sein de nos compartiments, on peut retrouver ce qu'on appelle des centres germinatifs, qui sont nos ronds que j'ai dessinés, qui sont formés par des lymphocytes B en prolifération. Donc en fait, ici, nos ronds, ce sont clairement des zones de prolifération. Au niveau des ganglions, il y a une mise en place d'une réponse adaptative. Comme pour tous les organes et tissus lymphoïdes secondaires, le réseau lymphatique, lui, permet la migration des cellules dendritiques vers les ganglions lymphatiques pour justement induire cette rencontre. Autre organe secondaire, c'est notre rate. Le rôle de la rate, ça va être en fait de filtrer quoi? Des antigènes circulant dans le sang. Elle n'est pas reliée au réseau lymphatique et ça va être aussi un point de recyclage des vieux globules rouges et des débris. Comment arrivent les lymphocytes B et les lymphocytes T à la rate? Ils arrivent par la circulation sanguine. Au niveau de la rate, on va avoir des macrophages et des cellules dendritiques et même des lymphocytes B, on verra par la suite du cours, qui peuvent capter des antigènes circulant dans le sang et ensuite présenter des peptides antigéniques, des fragments de ces antigènes, aux lymphocytes T naïfs. Et ça, c'est tout un mécanisme qu'on verra précisément. L'organisation de cet organe est quasi identique à celui du ganglion, avec une zone de lymphocyte T, une zone de lymphocyte B, mais cependant les antigènes arrivent par la circulation sanguine, où ils sont captés directement par les lymphocytes B par endocytose, ou par les macrophages et les cellules dendritiques naturellement déjà présents par phagocytose. La rate est en effet un lieu de recyclage. En fait, au niveau de la rate, les macrophages captent les antigènes des microbes pour activer une réponse adaptative et intervient aussi dans la destruction des globules rouges en fin de vie, comme on l'a dit précédemment. Notre troisième organe et tissu lymphoïde secondaire, qu'est-ce que c'est? Ce sont les maltes, d'accord? Mucosa associated lymphatique tissu. On va avoir ce qu'on appelle les amygdales, qu'on appelle aussi tonsilles, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Les amygdales, ce sont des tissus lymphatiques secondaires qui se situent au niveau des muqueuses. Donc les muqueuses, ce sont quoi? Des couches de cellules épithéliales associées à une couche de tissu conjonctif, pour rappel. Donc ça, c'est pour nos amygdales. Ces maltes ont un rôle important dans l'induction de la réponse immunitaire adaptative car sont situées à proximité des zones d'entrée des microbes. Donc nos amygdales, c'est le premier exemple des maltes. C'est une structure qu'on appelle ovoïde, entourée d'une capsule fibreuse. Structure ovoïde, entourée d'une capsule fibreuse. Très laid, mais ça ressemble à ça, une amygdale, en gros. Hein. On y retrouve ce qu'on appelle des cryptes, qui forment des réseaux de canaux dans l'amygdale. D'accord? Donc en fait, schématiquement, ça va faire quelque chose comme ça. Ça va être des petites cryptes qui forment des réseaux de canaux à l'intérieur des amygdales. Et à quoi ça sert? Eh bien en fait, ça permet d'augmenter la surface d'exposition avec l'environnement extérieur, parce que le but, ça va être de provoquer la rencontre entre microbes et les cellules d'immunité adaptatives. Si vous voulez, les amygdales, on dit qu'elles jouent un rôle de sentinelle. Vous allez me dire, mais pourquoi elles sont suicidaires de vouloir rencontrer le microbe? Enfin, je veux dire, vraiment, on souhaiterait l'éviter. Et non,
C'est fait exprès parce qu'en fait, au niveau des maltes, c'est organisé d'une certaine manière qu'on va voir avec les plaques de Peyer. C'est qu'elles sont à proximité des cellules de l'immunité adaptative et donc des cellules de l'immunité tout simplement. Et donc, c'est un peu un leurre, c'est-à-dire que elles accueillent le microbe, viens, pour ensuite, si vous voulez, en dessous dans la structure, directement le faire rencontrer avec une cellule de l'immunité pour pouvoir provoquer une réponse immunitaire, une mémoire, etc. et être prêt pour une seconde infection et du moins ne pas se laisser surprendre par le microbe. C'est extrêmement bien fait. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble une plaque de Peyer. Donc on a tout bonnement nos cellules épithéliales. On a ce qu'on appelle le réseau de canaux lymphatiques efférents. Là on a nos cellules épithéliales, ici c'est du tissu conjonctif comme on a dit, épithélial, tissu conjonctif, ça forme ce qu'on appelle une muqueuse. Ça pareil c'est de la physio. Ici c'est ce qu'on appelle le dôme sous-épithélial, c'est un dôme sous les cellules épithéliales, dôme sous-épithélial, incroyable. Et là on a nos cellules M, très important, on va en parler. Et ici on a des zones de cellules T, d'accord, et des zones de cellules P. Donc les plaques de Peyer sont situées au niveau de la muqueuse intestinale, très important. À leur niveau, on retrouve des cellules épithéliales spécialisées qu'on appelle cellules M. Et ces cellules M, elles vont permettre l'entrée facilitée des microbes et des antigènes pour induire une réponse immunitaire adaptative. Comment se fait-ce? Ces cellules M, elles ne produisent pas de mucus ni d'enzymes digestives à l'instar des autres cellules épithéliales intestinales, puisque leur but justement c'est de laisser rentrer facilement les microbes. Entrez mes amis, entrez. Et là, boum, incroyable mais vrai. La cellule M, elle se positionne où? Juste au-dessus d'une plaque de Peyer. Parce que comme ça, comme elle laisse rentrer le microbe, en fait, juste en dessous, c'est parce que vous avez en fait des follicules avec des centres germinatifs, des cellules B et des cellules T. Donc en fait, si vous voulez, le microbe, quand il entre par la cellule M, il se dit « Ah, j'ai percé les cellules épithéliales ». Et pas du tout. Il se retrouve en face des cellules de l'immunité adaptative. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est bien une zone, encore une fois, de rencontre entre l'antigène et les cellules T et les cellules B. Je tire un trait. Donc là, on a terminé avec tout ce qui est structure en grande vue. Mais à part ça, la réponse immunitaire, elle a bien des étapes. Les voici. On a grosso modo 4 étapes. On a étape 1, ce qu'on appelle l'infection. L'étape 2, la contamination. L'étape 3, la réaction de l'immunité innée. Et l'étape 4, l'induction de la réponse adaptative. Ok ? En fait, si vous voulez, l'infection, qu'est-ce que c'est? L'infection, c'est la pénétration du microbe dans les tissus. Donc je passe les barrières épithéliales et les tissus sous-jacents. Ensuite, contamination, c'est la multiplication des microbes. Ensuite, on a réaction de l'immunité innée, c'est initié par la reconnaissance des PAMPs et des DAMPs par les PRR, qui entraîne une réaction inflammatoire et une phagocytose. Et ensuite, on a l'induction d'une réponse adaptative, qui est l'activation des lymphocytes B et d'un lymphocyte T. On a en parallèle 2 immunités qui agissent, si vous voulez. Une immunité à médiation cellulaire et une immunité à médiation humorale, avec, dans l'immunité à médiation cellulaire, les LTCD4 auxiliaires et les LTCD8. Et en parallèle, on a une immunité humorale. Humorale, ça veut dire qui passe par le sang, avec nos anticorps qui nous proviennent de l'adaptative et notre complément, on verra, c'est un mécanisme bien particulier qui nous provient de l'immunité innée. Et je vous dis à bientôt le génie.